Outre le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron est une femme, je vous dis que ce n'est pas le cas et que vous ne le croirez pas d'ici la fin de cette série. Vous devriez admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron n'est pas du tout acceptable. Tout commence lorsqu'elle est professeure d'art dramatique à l'école La Providence, alors âgée de 39 ans. Et qu'elle voit un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre. Et c'est ce qui l'a complètement bouleversée. Il s'agit apparemment d'une histoire d'amour éternel. Soit dit en passant, c'était l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolé, ce n'est pas un détail, d'accord? J'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons ne terminent pas leur puberté avant l'âge de 16 ans. Ils n'ont rien de viril, rien d'attirant, ils ressemblent à des enfants. C'est ce à quoi ils ressemblent, à des enfants. Les garçons mûrissent moins vite que les filles. Même quand vous entendez les histoires d'une femme qu'on appelle une cougar, elle ne s'attaque pas à des garçons de 14 ans. Il ressemble à un jeune Brad Pitt dans 3, avec un look de jeune homme d'une vingtaine d'années. D'accord? Pas un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé extrêmement étrange. Recevoir une lettre juridique de la part d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Si extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je miserais toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme. De nombreuses personnes ne m'ont pas cru parce que cela paraissait tout simplement fou. Mais même ces personnes, grâce à la lettre très ferme d'Emmanuel Macron, qu'il a fait rédiger par son équipe juridique et qui m'a demandé de ne pas la rendre publique, commencent maintenant à y prêter un peu d'attention. Eh bien, les amis, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce moment. Il y a tout juste une heure, notre nouveau site web, CandaceOwens.com, que nous avons lancé en partie pour pouvoir diffuser en direct ce type de contenu, a subi une attaque des DOS très agressive de la part de la France. La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont essayé de me faire passer pour une proche d'un auteur de fusillade dans une école. Je ne plaisante pas. Presque en dernier recours, une pathétique attaque de DDoS contre ma personne a fait le tour du monde. Et bien sûr, il y a la menace juridique qui m'est parvenue du palais de l'Élysée. Je me demande donc, de quoi a-t-on si peur? Ce n'est certainement pas un mensonge qui a justifié une telle panique. Bienvenue enfin dans cette incroyable série que nous avons concoctée ici même sur Candace. Très bien les amis, cet épisode n'est donc qu'une introduction pour présenter aux Anglais, au monde anglophone, ce qui s'est passé en France. Parce qu'en réalité, nous n'en avons aucune idée, nous n'en avions aucune idée. Commençons donc par un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Recevoir une lettre juridique de la part d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Si extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je miserais toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme. De nombreuses personnes ne m'ont pas cru parce que cela paraissait tout simplement fou. Mais même ces personnes, grâce à la lettre très ferme d'Emmanuel Macron, qu'il a fait rédiger par son équipe juridique et qui m'a demandé de ne pas la rendre publique, commence maintenant à y prêter un peu d'attention. Prenons par exemple ce commentaire d'un youtubeur et avocat canadien très populaire qui se fait appeler Viva Fry. Il a écrit ceci sous l'épisode concernant cette lettre. Au début, j'étais très sceptique quant au fait que Brigitte soit un homme, mais je dois vous dire, les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. D'un point de vue juridique, ce qu'ils ont fait était incroyablement stupide, puisqu'ils ont refusé d'affirmer simplement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était effectivement née femme. Ils ont utilisé toutes sortes de termes détournés pour suggérer qu'ils pourraient me poursuivre en justice pour diffamation à cause de petites erreurs que j'aurais commises dans mes reportages. En fait, ils n'ont pas abordé le fond de l'affaire. Brigitte Macron est née biologiquement de sexe masculin. Mais au lieu de cela, ils s'attaquent à des choses comme « Vous avez dit dans un reportage précédent qu'une photo de la communion de Brigitte avait été recolorisée. » C'est faux. Ce reportage a provoqué chez Brigitte une angoisse psychique. D'accord, mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une grave erreur. Parce que pour prouver la diffamation, il faut prouver que quelqu'un a agi au mépris de la vérité, qu'il connaissait la vérité et qu'il a décidé de ne pas la rendre publique. Au lieu de cela, il voulait juste publier des mensonges, ce qui est quelque chose que vous savez que je ne fais pas si vous regardez cette émission. Je ne le fais pas, bien au contraire. Donc, en m'envoyant une lettre juridique, ils m'ont involontairement fourni une ligne directe
Un lien direct pour poser des questions précises à Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils n'ont pas vu nos questions, d'accord? La majorité des questions que nous leur avons posées étaient des réponses de type oui ou non. Telles sont les réponses dont nous avions besoin avec la promesse que nous leur avions donnée que si elles répondaient aux questions, nous ferions un reportage complet sur les faits. J'aimerais donc vous montrer quelques-unes des 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à son angoisse mentale. D'accord? Nous avons demandé si la petite fille représentée sur la photo de communion, qui daterait de 1963, était bien la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron. Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom de Véronique? Pouvez-vous identifier tous les enfants figurant sur la photo de famille Damien et indiquer où ils se trouvent actuellement? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions faciles. Brigitte Macron est-elle la même personne que sur la photo de mariage d'Osière? Brigitte Macron a-t-elle eu une relation avec Véronique Dreux? Pourriez-vous fournir des photos de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trogneux, supposé être son frère, et de Brigitte Trogneux, de préférence ensemble? Quand et dans quelles circonstances Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron? Quel était leur âge respectif lorsqu'ils se sont rencontrés? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'atteigne l'âge de 18 ans? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle commencé? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia, qui affirme concernant Brigitte Macron, je cite, la différence d'âge, de plus de 24 ans, entre les 2 amants fait scandale dans la famille Trogneux. D'autant que leur relation pourrait tomber sous le coup de l'article 227-27 du Code pénal, qui établit le délit d'agression sexuelle sur mineur. Votre client a-t-il engagé une action en justice contre le lobby international de la pédophilie et de l'émancipation des enfants, qui cite la relation de Macron dans sa publication intitulée « Mémoire positive » sur la liste des relations amoureuses positives avec les enfants? Comme je l'ai dit, il s'agit de questions assez simples. Si vous êtes une personne et que vous souffrez d'angoisse mentale parce que les gens parlent du fait que vous êtes né un homme biologique, ne vous démèneriez-vous pas pour répondre à ces questions? Apparemment, ils n'étaient pas assez angoissés pour... Enfin si, ils étaient suffisamment angoissés pour payer les services d'un cabinet d'avocats américain à Washington pour nous envoyer une lettre de menace de 100 pages. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez anglophones ou ne pouvaient pas rassembler l'énergie nécessaire pour répondre à 21 questions élémentaires pour mettre fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part. Nous savions que nous ne recevrions pas de réponse de leur part parce que, eh bien, ils mentent. Ils mentent en fait aux citoyens sur l'identité passée de Brigitte Macron. Et un procès nous aurait donné l'occasion de le prouver par le biais du pouvoir d'assignation. L'Amérique n'est pas la France et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Laissez-moi vous dire pourquoi cette histoire est importante pour le monde entier, d'accord? Car il ne s'agit pas seulement d'un problème qui touche l'Europe. Elle a des implications internationales. Par exemple, la perquisition sans précédent de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, au sujet de documents qu'il avait pris à la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez ce titre paru dans le Guardian. Trump s'est vanté d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une crise transatlantique entre Paris et Washington. Pardon, quoi? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron, qui aurait pu provoquer une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone qui va dans le même sens. Le texte est le suivant. Trump s'est vanté d'avoir, je cite, des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a saisi un document contenant des informations sur le président français lors de la perquisition à Mar-a-Lago, ce qui a poussé les responsables des 2 pays à chercher des réponses. Oh, d'accord. Pourquoi s'inquiéter en tant que président? Mais quels étaient vos penchants? Voici un extrait de l'article de Rolling Stone parce que c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. On peut lire « La simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique. Selon 2 autres sources familières de la situation et les propos antérieurs de Trump sur les prétendues frasques de Macron, que peu de gens connaissent, n'ont fait qu'intensifier ces inquiétudes. Les responsables français et américains s'efforcent de déterminer précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si une partie de ces informations était de nature sensible. Selon les sources, les responsables des 2 pays voulaient savoir si cette découverte constituait une atteinte à la sécurité nationale, ou s'il s'agissait d'un objet futile bien que volé, un souvenir.
Vous ne seriez pas en train de paniquer s'il n'y avait pas de quoi paniquer et si Trump ne disposait pas d'informations susceptibles de faire capoter les choses. Je peux vous rappeler les tristement célèbres Jeux Olympiques d'été de 2024. L'année dernière, le monde entier a vu des drag queens porter la flamme olympique et participer à la cérémonie d'ouverture. Les Macron, à mon avis, ont explicitement menti dans la lettre juridique qu'ils m'ont adressée lorsqu'ils ont dit qu'il ne s'agissait pas d'une imitation de la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique, d'accord ? La voici. Voici un tableau comparatif, et parce qu'au fur et à mesure que nous décortiquons cette série, vous allez voir qu'il ne faut pas croire ses propres yeux. C'est une consigne répétée de Macron. Il y a la scène à gauche, l'œuvre de Léonard de Vinci, et à droite, les Jeux Olympiques de Paris. Bien, mais même si vous ne pouvez pas croire vos yeux, il serait raisonnable de penser que nous pouvons au moins croire les personnes qui ont participé à la cérémoanie, non ? L'interprète principale était une lesbienne nommée Barbara Bush. Et après la performance, voici ce que Barbara Bush a posté sur Instagram. Elle a écrit « Oh oui, le Nouveau Testament gay » avec un drapeau LGBTQ et un coup de poing. Et elle a tagué d'autres personnes de sa communauté. Pour la plupart des gens, cela ressemble à du satanisme et une version du Nouveau Testament. Mais après les réactions négatives, et après que les producteurs des Jeux Olympiques eurent avoué dans le magazine Page Six qu'il s'agissait de la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de faire marche arrière et d'affirmer officiellement qu'il s'agissait en fait d'une fête païenne qu'ils imitaient. Ce qui a échappé au grand public, c'est le fait que Thomas Joly, qui était le directeur artistique du spectacle, a été choisi pour organiser cette cérémonie à la demande de la première dame, Brigitte Macron, qui était allée le voir en 2022 lors de la première de la comédie musicale Starmania qu'il avait produite. Emmanuel Macron, selon le magazine The Spectator du moins, a ensuite personnellement ordonné à Joly de surpasser les Jeux Olympiques de Londres. Je veux donc que vous ne vous trompiez pas, les deux, lui et sa femme, étaient tous deux intimement impliqués dans la cérémonie. En décortiquant l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous allez remarquer d'étranges thèmes récurrents. Des scandales liés à la pédophilie, au transgendérisme, à l'inceste et à la perversion sexuelle ne cessent de les suivre accidentellement où qu'ils aillent. Outre le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron est une femme, je vous dis que ce n'est pas le cas et que vous ne le croirez pas d'ici la fin de cette série. Vous devriez admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron n'est pas du tout acceptable. Tout commence lorsqu'elle est professeure d'art dramatique à l'école de la Providence, alors âgée de 39 ans. Et qu'elle voit un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre. Et c'est ce qui l'a complètement bouleversée. Il s'agit apparemment d'une histoire d'amour éternel. Soit dit en passant, c'était l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolé, ce n'est pas un détail, d'accord ? J'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans ? Les garçons ne terminent pas leur puberté avant l'âge de 16 ans. Ils n'ont rien de viril, rien d'attirant, ils ressemblent à des enfants. C'est ce à quoi ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent moins vite que les filles. Même quand vous entendez les histoires d'une femme qu'on appelle une cougar, elle ne s'attaque pas à des garçons de 14 ans. Il ressemble à un jeune Brad Pitt dans 3, avec un look de jeune homme d'une vingtaine d'années. D'accord, pas un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé extrêmement étrange. Je ne sais pas, vraiment. Je ne vois même pas d'exemple culturel d'une femme d'une trentaine d'années, sur le point d'avoir 40 ans, qui aurait trouvé un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver un. Une fois le couple installé au palais de l'Élysée, la Maison Blanche française, des scandales étranges ont commencé à les suivre, par exemple, pour une raison ou une autre. Les gens ont eu connaissance de ce qui suit, que Brigitte Macron, qui se prend pour une designer, voulait installer un pénis en érection avec des couilles en or pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu. Voici un titre du Daily Mail qui le confirme. Brigitte Macron a soutenu l'idée d'un phallus en érection avec des couilles en or comme nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. L'ancienne ministre française de la Culture affirme qu'il ne s'agit pas d'un complot. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a ouvertement admis que Brigitte Macron lui avait présenté ses projets modernes en janvier 2021.
C'est le genre de Brigitte qui aime les œuvres d'art bizarres. C'est tout simplement ce qu'elle aime. Comme lorsqu'ils ont emménagé dans le palais de l'Élysée. Elle s'est mise au travail en redessinant des objets qui avaient une signification pour elle. L'art a un sens. Un seul exemple. Elle a choisi un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Lévesque. Voici une photo de ce tapis que vous pouvez voir en ce moment même. Elle voulait vraiment s'impliquer. Cette pièce était connue sous le nom de Soleil Noir. En ce qui concerne Claude Lévesque, les gens ont commencé à souligner qu'il y avait beaucoup de sous-entendus pédophiles dans son œuvre, qui, par le biais de diverses commandes, était en quelque sorte devenu l'artiste quasi officiel de la République française. Le Monde, dont vous allez m'entendre parler souvent, est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit sur le style de vie de Claude Lévesque. Claude Lévesque appelle les adolescents qui l'entourent ses filleuls, ses neveux, ses assistants et même ses fils. Ses peluches et ses nounours qu'il promène dans le monde entier, qu'il emmène au repas, qu'il expose dans tous les coins et recoins de ses deux maisons, ou, selon l'artiste dans ses interviews, je cite, qui lui ont été offerts par des amis des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour le monde de l'enfance est perçue comme une sublimation artistique, le fantasme de quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste plasticien décrit ses goûts sexuels et ses relations avec les jeunes garçons comme, je cite, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si l'on y regarde de plus près, on trouve des allusions à ces relations interdites dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, il y aurait une citation de Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, qui est un livre sur un homme avec beaucoup de connotations pédophiles. Juste pour que vous le sachiez. Ou encore une référence à La Nuit du chasseur, avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique qui traque des enfants innocents, ainsi que d'innombrables allusions au film culte Visconti, Mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus énigmatiques, comme cette coupure de presse, qui figure dans son livre Vacances en France, et qui fait allusion à Jackie Kaisermertz, un instituteur pédophile qui s'est déchaîné. C'est une histoire vraie. Dans la Nièvre, à Cosne-sur-Loire, il s'agit d'une ville française de 1970 à 1997. Il a fait plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans d'emprisonnement. C'est le genre de choses que Claude Lévesque aime mettre dans son travail et dans ses livres. Des allusions à la pédophilie. Vous allez donc être un peu choqués maintenant d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer sa moquette du bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis et ils ont dû l'enlever en 2011 parce que l'attirance pour ses œuvres est devenue un peu gênante. Lorsque de multiples procédures judiciaires ont été engagées à l'encontre de Claude Lévesque pour détournement de mineurs qui a été révélé en 2021. Et ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Lévesque a été inculpé de viol sur mineurs lorsque deux frères de cette petite ville de la Nièvre ont déclaré qu'ils avaient été agressés sexuellement par lui lorsqu'ils étaient adolescents. Mais il ne fait aucun doute que ce n'est qu'une erreur de plus. Il s'agit probablement d'une erreur de la part de Brigitte et d'Emmanuel Macron. Qui aurait pu penser que l'artiste qui mettait sans cesse des choses pédophiles dans ses œuvres allait être en fait inculpé pour viol sur mineur, n'est-ce pas? C'est fou. Je vous signale d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, qui a été investi pour la première fois en mai 2017, a fait faire son portrait présidentiel, le voici, et a choisi un livre intéressant à inclure dans l'arrière-plan. Un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste reconnu. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, un pédéraste est selon Merriam-Webster un homme qui se livre à des activités sexuelles avec un jeune garçon. Si vous vous posez la question en quoi cela diffère-t-il de la pédophilie, la réponse est que la pédérastie est le fait d'hommes adultes qui n'aiment que les petits garçons à l'exclusion des petites filles. Les pédophiles peuvent être attirés par l'un ou par l'autre tant qu'il s'agit de mineurs. Donc André Gide était un pédéraste reconnu. Il aimait les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé Les nourritures terrestres.
Pardonnez ma mauvaise prononciation. Voilà, c'est donc le livre qu'il a choisi. Si vous voulez savoir de quoi il parle, le livre parle de comment il faut échapper à sa famille et comment ignorer les règles. L'œuvre de Gide avait un contenu autobiographique. Il a inspiré une jeune génération de garçons à fuir la tradition. Parce qu'il l'a fait. Il a eu le sentiment de l'avoir fait. Lorsque, adulte, il s'est rendu en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. En 1894, à l'âge de 24 ou 25 ans, il s'est rendu en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde, qui était un homosexuel amoureux de Lord Alfred Davis. Il s'agit d'élites, ce qui doit être clair. Nous parlons d'élites. Puis il est revenu dans son pays, la France, et il a eu l'impression de vivre un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité et a embrassé ses penchants, en disant non aux conventions étouffantes qui lui disaient que non, vous ne devriez pas être attiré par les petits garçons. Je connais André Gide parce que on m'a forcé à lire son livre, L'immoraliste, à l'université. Et oui, il parle de voyage en Algérie et le contenu est manifestement autobiographique. Il a admis qu'il avait fait ce voyage en Algérie et qu'il avait eu des relations sexuelles avec des petits garçons musulmans. C'est le sujet du livre. Au cas où vous penseriez rationnellement, jouons sur les deux tableaux, d'accord? Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre existait. Peut-être que c'est un assistant stupide qui l'a pris, qui sait ce qu'il y a dedans, un peu comme dans le bureau ovale. Mais peut-être que c'est juste quelqu'un qui l'a attrapé et l'a mis là. Non. Vous vous trompez si vous pensez ça, alors arrêtez de penser ça, d'accord? Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à plusieurs reprises. Il a même accordé une interview à un critique littéraire, Jérôme Garcin. Et Macron a dit cela. Il a dit, je cite, « Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à la sensualité débordante. » Ok. Il n'y a qu'une seule journaliste que j'ai pu trouver qui a eu le courage de dénoncer vigoureusement le choix de livre du président dans son portrait. Et cette journaliste s'appelle Eileen Deving. Voici ce qu'elle a dit. Je vais reprendre sa citation ici. Elle a dit « André Gide, quoi ? La maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un décor conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. » Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, sinon le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, Si le grain ne meurt, où il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il écrit, je cite, « Combien il était beau, à moitié nu sous ses haillons noirs et sveltes comme un démon. » L'auteur admire, je cite, « la finesse du corps de cet enfant, la grâce de son corps nu, jambes émergeant de son pantalon bouffant. » Il décrit comment il a sodomisé l'enfant jusqu'à l'épuisement. 2 ans plus tard, il observe son ami Daniel en train de sodomiser Mohamed devenu adolescent. Quel message le jeune et fringant président de la République française envoie-t-il avec cette photo affichée sur des murs des mairies et des écoles? Que doit-on comprendre? Que les pédocriminels peuvent dormir sur leurs 2 oreilles? Excellente question, Hélène. Que faut-il comprendre du fait qu'André Gide soit encore étudié, soit dit en passant même dans les classes américaines, et qu'il ait reçu un prix Nobel de littérature postmoderne? Je crois qu'il faut comprendre, oups, c'est encore une fois une erreur pour le couple Macron, cela ne cesse de se produire. Il y a aussi le cas d'Olivier Duhamel, un ancien membre français du Parlement européen, un homme de pouvoir incroyable. Il n'y a pas plus haut que lui. Il est au sommet du cercle des élites françaises et l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand vous lisez des articles sur lui, il est tellement puissant que dans ces clubs d'élite, où vous devez porter une cravate, il est le type qui peut entrer sans avoir à faire attention au code vestimentaire. Il a donc immédiatement soutenu Emmanuel Macron, a assisté à plusieurs réunions de campagne et a transmis des notes à Macron. Et lorsque Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a fêté l'événement aux côtés de Macron dans un restaurant appelé La Rotonde. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine qui s'appelle Pouvoir, dans lequel il a comparé Emmanuel Macron au général de Gaulle. Encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Duhamel.
Il se contentait de faire de la presse de propagande sur la façon dont Emmanuel Macron le défendait contre toutes les critiques des médias. Olivier Duhamel se vantait également ouvertement de ses réunions au palais de l'Élysée. Paris Match a également rapporté qu'il avait donné à Emmanuel Macron des conseils sur la manière de gérer les scandales publics, notamment celui qui a impliqué le chef de cabinet adjoint de Macron, un certain Alexandre Benalla, au cours de l'été 2018. Duhamel était également présent lors d'un déjeuner, où Brigitte Macron a de nouveau trié sur le volet le Premier ministre de Macron. Nous y reviendrons. Brigitte Macron choisit le Premier ministre elle-même? Pourquoi Brigitte? Cela a conduit les gens à se poser des questions sur ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun. Comment se sont-ils connus? J'imagine donc que pour Emmanuel Macron, il s'agit d'un nouvel incident de parcours. Pour le couple, lorsqu'en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Duhamel, Camille Kouchner, publie un livre et l'accuse publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kouchner, à l'âge de 13 ou 14 ans. Le Monde encore, qui est l'équivalent du New York Times français, ceux qui ont révélé l'affaire. Selon le livre de Camille intitulé en anglais The Big Family, ou La Familia Grande, les viols ont eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, dont l'une s'appelle Le Mas des Genêts d'Or à Saint-Nary-sur-Mer, où, apparemment, des générations du clan Duhamel avaient diverti essentiellement la crème de l'intelligentsia française, dont elle révélait maintenant publiquement la moralité. L'une des publications, le Nouvel Obs, une autre revue française a écrit « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes de sexe devant leurs parents. » C'est ce qui se passait aux résidences Duhamel. Ils poursuivent en écrivant « Un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. » Un autre, des mères habillent leurs filles de 12 ans en tenue provocante, les couvrent de rouge à lèvres et les envoient danser avec des hommes qui ont 30 ans de plus qu'elles. Paris Match a écrit, je cite, « Presque personne ne s'est offusqué de voir Camille, qui n'est alors qu'une adolescente, se faire demander de simuler un orgasme devant des adultes. » À ce propos, vous vous posez sans doute des questions. A-t-il été traduit en justice? Ou peut-être vous demandez-vous, peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a inventé tout cela pour attirer l'attention parce que c'est un homme puissant. Heureusement pour Olivier Duhamel, le délai de prescription avait déjà expiré. Et il n'a donc jamais été traduit en justice. Mais à la mi-avril de la même année, les médias français en ont fait état. Et vous pouvez vérifier sur Wikipédia qu'il a reconnu les faits. Il a admis avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, les gars. C'est juste une autre erreur dans la sphère d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron qui ne cesse de se produire. Je ne vous donne même pas l'essentiel de ce que je sais sur ce couple. Il s'agit littéralement d'une introduction parce que tout ce que je dis, je sais que le monde anglophone n'en a jamais entendu parler. Ce qui devrait vous amener à vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias ? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias ? Lorsque j'ai commencé à essayer de faire un reportage, ils sont venus me chercher. Ils ont commencé à me faire passer pour Adolf Hitler. Ils ont commencé à annuler mes demandes pour que je sois licencié. Et je l'ai été. C'est en mars que j'ai fait mon premier reportage l'année dernière sur cette histoire. Et c'est en mars de la même année que j'ai été licencié par mon ancien employeur. Et je n'ai pas arrêté de me battre contre la presse depuis. En passant, vous devriez savoir qu'il y a ce phénomène étrange qui arrive à tous les journalistes qui essaient de parler de cette histoire. Tout d'abord, Isabelle Ferreira. Je crois que je l'ai mentionné dans un épisode précédent. Elle faisait partie de ce qu'on appelle les Gilets jaunes. Elle a commencé à creuser l'histoire en tant que journaliste indépendante et est tombée sur des informations importantes concernant la relation d'Emmanuel Macron et de Brigitte. Mais elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière. Et son amie a dit qu'elle ne s'était pas suicidée. Mais les médias ont dit qu'elle l'avait certainement fait et qu'elle avait dû glisser et tomber après avoir pris beaucoup de pilules. Donc je suppose que ce genre de choses arrive. Il y a aussi Natasha Ray, sur laquelle les médias ont menti en tentant de ruiner sa vie entière. Elle a un cancer. Elle était une journaliste indépendante. C'est elle que Brigitte Macron a notoirement poursuivie. Et de la même manière, la lettre qu'ils lui ont envoyée ne portait pas sur le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron est née homme biologique, mais plutôt sur des erreurs de langage. Lorsqu'elle s'est adressée à Amandine Roy, qui a fait l'objet d'une action similaire pour atteinte à la vie privée. D'accord.
Et puis il y a un homme qui reste debout, et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'honneur de vous présenter lundi. Il est le journaliste qui a travaillé avec détermination sur ce sujet et dont je reprends le travail. Vraiment, je me sens béni qu'il m'ait choisi pour présenter ce sujet au public, qu'il m'ait fait confiance pour cette histoire. Xavier Poussard travaille sur ce dossier depuis 8 ans et a tout abandonné, y compris son pays de résidence parce que... Comment s'en prendre à Xavier Poussard ? Ils ont examiné ses finances, ont trouvé qui finançait sa publication et ont décidé que le moment était bien choisi pour procéder à un audit de 2 ans. L'un des moyens préférés du gouvernement pour harceler quelqu'un est d'utiliser le fisc et de trouver le crime par tous les moyens possibles. Et donc, Xavier Poussard a été lâché par les gens qui investissaient en lui. Il a dû déménager sa famille, la maison de sa mère a été perquisitionnée pour leur faire peur et pour les intimider, leur faire savoir qu'il les surveille. Et aujourd'hui encore, Xavier Poussard, l'homme qui a lancé la série en 6 parties, en exposant le fait que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation parce que son travail a été minutieux et qu'il m'a mise au courant de son travail et je serai tout aussi minutieuse dans cette analyse. Tout le monde en subit les conséquences et s'ils m'ont envoyé une lettre, ce n'est certainement pas parce qu'ils pensaient que j'allais soudainement laisser tomber l'histoire, mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider et de me faire penser qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient me chercher et qu'ils iraient jusqu'à la diffamation parce qu'ils font partie d'un monde plus ancien où ces personnes sournoises avaient le genre de pouvoir de vraiment traumatiser, de poursuivre et de détruire les gens qui s'attaquaient à leur vrai pouvoir. Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron viennent d'un cercle dans un syndicat du vrai pouvoir, du vieux pouvoir de l'argent. Mais c'est un nouveau monde, d'accord ? Et je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde, et à travers le monde entier, nous sommes en train de vivre ce réveil pour nous opposer à ces monstres, d'accord ? Pour tenir tête aux gens qui pensent qu'ils peuvent ordonner, traverser scandale après scandale après scandale de pédophilie, ne pas avoir à répondre de leurs antécédents bizarres et des choses qu'ils font, ne même pas avoir à répondre à des questions élémentaires sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de nous opposer à ces personnes qui placent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous lorsqu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme des intouchables. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? J'ai maintenant 3 fils. Et c'est pourquoi je le pense, que j'espère vraiment qu'ils vont faire ce procès. J'espère vraiment que Brigitte Macron aura l'audace d'arriver dans le grand État du Tennessee avec toutes ces pensées perverses sur les petits garçons. Je l'espère vraiment. J'espère vraiment que le courage de Xavier Poussard et ce à quoi je suis prêt à m'opposer inspirera tout le monde dans le monde entier à comprendre qu'il se passe quelque chose de très sombre et de très démoniaque. Et nous n'avons même pas abordé l'histoire de Brigitte Macron, de qui est réellement Brigitte Macron, ce que Xavier Poussard a découvert sur elle. Comment se fait-il que Xavier Poussard, qui a été au tribunal pour obtenir des documents de ces personnes, et même quand il gagne les procès, n'arrive toujours pas à obtenir une photo de Brigitte Macron, alors trogneux à l'école à Amiens. Nous n'avons pas de photo d'école de la première dame. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Pourquoi Xavier Poussard ne peut pas mettre la main sur le frère présumé de Brigitte Macron, que je crois être Brigitte Macron? Pourquoi on ne peut pas mettre la main sur les dossiers militaires de Jean-Michel Trogneux? C'est dingue, et comme je l'ai dit, ce que je vous ai dit aujourd'hui est la partie émergée de l'iceberg, et ça va devenir beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond. Et leur implication à nouveau dans ces thèmes récurrents de pédophilie, de pédérastes, de pédérastie, d'inceste, mensonges et tentatives d'escroquerie par le biais des tribunaux, vous ne cesserez jamais de le voir. Mesdames et messieurs, j'espère que cela a permis au monde anglophone de comprendre pourquoi cette question est importante. Je vous assure qu'à travers le monde, nous commençons à nous réveiller à ce sujet. Et je ne serai certainement pas la personne qui reculera devant ce combat. Je pense que les jeunes générations sont prêtes à ce que la vieille garde s'efface.
et à ce qu'il y ait une vraie lumière dans ce monde. Je tiens également à dire que lorsque j'aurai terminé cette série, je dénoncerai tous les véritables imposteurs des médias du monde occidental qui ont œuvré pour défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels répugnants. Et qu'aucun média n'est venu à mon secours lorsque j'ai dit que j'essayais d'exposer ce qui se passait avec Brigitte Macron. Au contraire, ils m'ont sali et m'ont diffamé et ils ont essayé de faire croire. Je me souviens qu'ils ont dit que je souffrais d'une psychose post-accouchement. Ces personnes font partie de l'État et ils essaient très clairement de protéger les criminels d'État. C'est ce que je crois vraiment. Des gens comme Barry Weiss, anciennement du New York Times, qui prétendait lancer une presse indépendante et libre, l'une des premières personnes à avoir essayé d'utiliser le jujitsu freudien pour faire croire que c'était moi qui devenais folle parce que j'avais remarqué des tendances à la pédophilie en France. À quel point Barry Weiss est-elle malade et dérangée pour être une presse libre et défendre cela. Vous n'avez là que la partie émergée de l'iceberg. Pensez à ce qu'elle était prête à défendre et à ce qu'elle voulait détruire et demandez-vous pourquoi il en est ainsi. Et elle n'est pas la seule. Nous sommes là pour eux tous. Lorsque nous aurons terminé cette série, il ne restera plus d'escrocs dans les médias que vous ne saurez pas reconnaître et ignorer. Désolé, c'est un peu un coup de gueule. Je me suis un peu énervé en pensant à quel point il est troublant que nous ne puissions même pas nous mettre d'accord sur la protection des enfants. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont beaucoup inquiétés à propos de notre sécurité et de ce que nous avons fait en matière de sécurité après avoir reçu une lettre de Macron et à cause de ce que nous savons de leur réseau. Et des choses qui arrivent, comme je l'ai dit, à tous les journalistes qui ont essayé de faire sortir l'information. Nous prenons cela au sérieux. Mais nous savons aussi qu'en fin de compte, ce n'est pas entre les mains de la sécurité, c'est entre les mains de Dieu. Nous demandons donc à tout le monde, qu'il soit croyant ou non, tout simplement de prier. Je pense que nous ressentons tous ce réveil à l'échelle mondiale. Et ce dont les Macron avaient clairement peur, c'était que je présente tout cela au public. Et comme je l'ai dit, vous devriez vous demander, pourquoi est-ce la première fois que vous entendez parler de tout cela? Pourquoi c'est la première fois que vous entendez cela? Mais vous avez plutôt entendu toute l'année dernière que j'étais comme un Adolf Hitler fou, que je soutenais les fusillades dans les écoles. C'est comme ça. Ils s'en prennent à ceux qui essaient de dire la vérité et ils protègent les personnes qui ont beaucoup à cacher. Et comme je l'ai dit, lundi, nous publierons l'interview de Xavier Poussard. Et chaque épisode de cette série va vous époustoufler. Nous allons aborder l'enfance d'Emmanuel Macron, ou plutôt son enfance inexistante, ce que l'on sait de son enfance, l'enfance inexistante de Brigitte Macron, ce que l'on sait de son enfance. Et vous allez vraiment vous demander, que diable se passe-t-il? Et en parlant de l'enfer, délivre-nous du mal. On se retrouve lundi. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.